Bonjour et bienvenue. Je me présente Vicky Liogier, je suis consultante en EdTech et en compétences numériques. J'habite à Londres depuis plusieurs années. Selon vous, quelle est la langue la plus apprise dans le monde? Quelqu'un? L'anglais, bien sûr, avec 1,5 milliard d'apprenants dans le monde. Elle est suivie de l'espagnol et le mandarin est la langue la plus parlée, mais malheureusement pas la plus apprise. Donc, nos intervenants vont nous faire découvrir l'impact significatif de la certification TOEIC sur les trajectoires professionnelles des actifs, qu'ils soient nouveaux sur le marché ou au contraire plus chevronnés. Et donc, j'ai le plaisir de vous présenter Fadila Arar, qui est directrice commerciale Europe à ETS, et Marc Verger, directeur pôle innovation, pédagogie et qualité à Media School. Et ensemble, donc, nous allons parler de la certification au service de l'employabilité. À vous. Merci Vicky. Pour commencer, j'aimerais vous donner quelques chiffres par rapport à l'importance de l'anglais. Donc de l'anglais, toujours de l'anglais. Donc il y a 1,5 milliard de personnes qui le parlent au monde. C'est une des langues du business de nos jours qui est une nécessité. Le cabinet Asterès a fait une étude en 2021. Ils ont réussi à modéliser économiquement l'importance de l'anglais dans l'entreprise et dans l'économie nationale. Si une entreprise forme 10% de ses salariés à l'anglais et les emmène vers un niveau B2 sur le CECRL, ça représente 1,53% de chiffre d'affaires en plus, qui sont notamment liés à des gains de productivité. Et donc si on met ça au niveau économie nationale, ils ont réussi à calculer que si l'on forme 105 000 actifs de plus en anglais et qu'on les emmène jusqu'à un niveau B2, ça représente des exportations qui pourraient augmenter de 4 milliards d'euros. Donc l'impact de l'anglais sur l'économie, il est significatif et il a été démontré par ce cabinet. Donc cela veut aussi dire que l'anglais aujourd'hui est une des compétences les plus recherchées quand on cherche un emploi et quand les entreprises recrutent des salariés. Et donc on regarde par rapport aux différents pourcentages. Donc quand on regarde les offres d'emploi, effectivement l'anglais est en premier. Ensuite viennent les langues comme l'allemand, l'espagnol et l'italien et d'autres, mais l'anglais est quasiment demandé dans toutes les offres d'emploi. Et donc on parlera un petit peu formation pour les actifs chevronnés qui utilisent la certification et l'anglais pour trouver un emploi. Les tests TOEIC depuis 2020 représentent entre 9 et 15% du total des formations CPF engagées au répertoire spécifique. Donc ça, c'est quelques mots pour l'introduction et je laisse la parole à Marc. Merci Fadila. Bonjour à toutes et tous. Ravi d'être avec vous et d'être une nouvelle fois invité par ETS pour témoigner. Alors bien évidemment, je vais parler de la certification TOEIC et on ira en fait au-delà puisqu'on va surtout s'intéresser aux certifications inscrites au RS, donc tout ce qui est certification transversale, et on va un petit peu parler aussi de tout ce qui est certification RNCP. En fait, l'employabilité, pour nous, est bien évidemment au cœur des enjeux des organismes, des groupes d'éducation. Alors, pourquoi ? En fait, ce n'est pas spécifique à Media School. Media School, aujourd'hui, représente 13 écoles, 13 marques et 19 écoles, 10 000 jeunes étudiants post-bac jusqu'au bac plus 5. En fait, c'est un vrai booster de carrière. Et c'est vrai que lorsque l'on dit que en fait, l'employabilité est au cœur des enjeux, pourquoi ? Eh bien, en fait, il y a d'ailleurs un rapport du CEREC qui précise qu'un diplôme, aujourd'hui, n'est considéré comme en fait, qu'un seul signal en lien avec l'employabilité et qu'il faut en fait distinguer ou se distinguer, aller au-delà des compétences avérées par les RNCP, par des compétences transversales. Alors pourquoi autant mettre en fait cette employabilité en avant ? En premier lieu, c'est un argument commercial pour les groupes d'éducation tels que nous. On n'est pas le plus gros et on n'est pas le plus petit non plus. Pour convaincre qui ? Eh bien, convaincre les étudiants, convaincre les parents pour qu'ils puissent inscrire leurs jeunes chez nous, bien évidemment. Alors, l'employabilité est un critère de décision parmi d'autres et il est important
tant pour les jeunes que pour les parents, bien sûr. Et là, en fait, on va se faire référence à tout ce qui est insertion professionnelle. En second lieu, pour ceux qui connaissent très bien le monde de la certification, RS et surtout RNCP, rappelons-nous aussi que c'est une obligation réglementaire, puisque le critère 2 de France Compétences dans l'étude de dépôt des titres RNCP va avoir un focus particulier sur l'insertion professionnelle, l'accès et le retour à l'emploi. Donc c'est vraiment un critère très important. Et un petit clin d'œil quand même à ce qui nous occupe depuis maintenant 4 ans pour les organismes de formation. C'est aussi un élément à communiquer dans le cadre des audits Calliope, indicateurs 2 et 3, puisqu'on communique des indicateurs de performance, et l'employabilité est en tous les cas un élément qui est obligatoire dans le cadre des formations RNCP. Alors maintenant, si on ne devait pas encore être convaincu que la certification est importante pour l'employabilité, on peut aussi rappeler que la Cour des comptes, dans son tout dernier rapport, insiste aussi sur le fait de concentrer les aides financières de l'apprentissage sur les niveaux de formation 3 et 4. Pourquoi ? Eh bien parce qu'en fait, c'est sur les 3 et 4 qu'il y a une meilleure employabilité. Alors maintenant, pour un groupe d'éducation, il faut quand même savoir que nous nous intéressons à l'accompagnement des jeunes, en fait, tout au long de leur vie scolaire. Bien évidemment, lorsqu'on est post-bac, il y a beaucoup de formations initiales, et là, on va les aider à trouver un stage. Et une nouvelle fois, la certification ou les certifications de compétences, à défaut d'avoir une certification de titre, va être un atout majeur pour se distinguer lorsqu'on recherche un stage dans son CV. Dès lors qu'on va passer Bac plus 3, Bac plus 4 et 5, on va être sur des bachelors et des masters. Et bien là aussi, lorsqu'on est apprenti ou en contrat de professionnalisation, eh bien nous allons pouvoir mettre en avant ces compétences transversales qui viennent renforcer les compétences professionnelles attestées par les titres RNCP. Là, c'est sur l'alternance. Et n'oublions pas qu'un organisme de formation, et particulièrement dans l'apprentissage, a aussi des missions qui sont réglementaires, et nous sommes censés accompagner nos diplômés post-diplomation dans l'insertion professionnelle. Et là, une nouvelle fois, on revient à ce que j'ai dit en premier lieu, le titre ne suffit plus pour se démarquer face en fait, au flot de certifiés. Quand vous avez 10 000 jeunes qui sortent avec un master en marketing et communication, on peut supposer qu'il faut trouver des éléments complémentaires pour se distinguer dans la foule. Alors, la certification est bien évidemment un vrai facteur de différenciation, c'est sûr. Puisque l'on dit que le titre n'est pas suffisant, eh bien en fait, il faut pas simplement en fait dire que nous avons ces compétences, mais faut-il encore les attester? Et là, bien évidemment, il est très important que l'on puisse apporter une preuve irréfutable que nous avons ces compétences. Et donc, quoi de mieux que de pouvoir passer des certifications professionnelles, passer le TOEIC pour pouvoir attester en fait de ce niveau de linguistique. Aujourd'hui, ce qu'il faut voir, c'est que lorsqu'on échange avec nos partenaires entreprises qui accueillent nos jeunes, eh bien, en fait, ils recherchent un petit peu des jeunes plug and play. Bien sûr qu'on veut les compétences professionnelles, mais il faut aller au-delà. Les entreprises ne veulent pas investir auprès des alternants, auprès des stagiaires, et je dirais que ce serait la même chose une fois que vous êtes dans l'insertion professionnelle post-diplomation. Ils ne veulent pas perdre du temps et non plus investir de l'argent pour investir sur les formations des compétences transversales. On suppose que l'on maîtrise la bureautique, on suppose que demain vous maîtriserez l'IA, si ce n'est déjà le cas, et on suppose aussi que vous avez une maîtrise linguistique pour pouvoir prendre votre poste dans les meilleures conditions. Alors, face à ça, quel est le projet de Media School? Donc Media School, vous avez quelques chiffres et j'ai déjà évoqué. C'est vrai que c'est à peu près 10 500 étudiants. On est en train en fait de renforcer notre offre pédagogique ou notre valeur pédagogique et quelque part notre valeur commerciale derrière. Donc pour aller au-delà des titres RNCP, on a commencé à mettre en place tout un projet de formation et de certification. Alors, il y a le français, et oui, il faut, même post-bac, investir pas mal de temps pour accompagner nos jeunes sur le français, ne serait être capable de faire une belle lettre de motivation et tenir le coup en entretien de motivation. Il y a bien évidemment l'anglais, puisque c'est la première des langues sur lesquelles on va travailler. On va travailler sur les soft skills, qui sont aujourd'hui de plus en plus demandés, même si on n'a pas forcément de certification RS. Et derrière ça, il y a également tout ce qui va être bureautique et IA. Pourquoi ? Si on prend un exemple tout simple d'une école de communication,
Le titre, c'est bien, mais faut-il encore attester qu'un jeune dans la com va maîtriser InDesign, va maîtriser Photoshop et ou maîtrise aujourd'hui l'IA. Lorsqu'on doit générer du contenu, si on n'utilise pas l'IA, on est déjà dépassé. Donc bien évidemment, on va travailler là-dessus. Et enfin, les langues étrangères. Donc c'est pour nous, en tant que groupe d'éducation, un vrai investissement marketing, parce que c'est ce qui va renforcer notre offre, mais c'est également investir dans l'employabilité de nos jeunes. Et pour terminer, un petit focus, puisqu'on a mené une étude auprès de nos étudiants en école de communication, donc qui est basée, principalement celle qui est basée à Paris. On a regardé en fait l'ensemble des CV de tous nos jeunes bachelors, donc Bac+3, Bac+4 et Bac+5, et on s'est aperçu que 97% des jeunes dans leur CV vont valoriser la maîtrise de l'anglais. Très bien, après je dirais c'est normal. On peut être surpris par les 3% manquants. Derrière ça, seuls 5% aujourd'hui précisent un niveau TOEIC lorsqu'ils évoquent les langues. Donc en gros, Fadila, il y a encore 95% à certifier. Ça, c'est sympa. Ça, c'est le business. Derrière ça, nous avons 30% dans les CV qui vont en fait simplement verbaliser leur niveau scolaire, professionnel, correct, courant. Chacun a son appréciation de ces définitions. Le professionnel pour moi n'est peut-être pas le même que le professionnel pour Fadila. Et 65% quand même, c'est bien, indiquent un niveau de maîtrise CECRL. Je me trompe toujours dans l'acronyme, donc c'est pas grave, je n'y arriverai jamais. Et alors on s'est dit, très bien, mais maintenant on a voulu voir est-ce que le niveau déclaré des jeunes correspond à la réalité. Et donc là, on a fait passer en fait, le test TOEIC à l'ensemble des jeunes pour lesquels nous avions pris le CV, tout simplement. Et là, on s'est aperçu en fait, que 66% des étudiants avaient surévalué leur niveau dans leur CV. Donc, quelque part, on essaye un petit peu de se survendre, volontairement ou involontairement. Et 11 se sous-évaluent. C'est un petit peu dommage lorsqu'on va être face à un recruteur. Et simplement, 23 arrivaient à avoir leur niveau juste, certainement aidés par les 5% qui ont passé le TOEIC. Donc, voici en tous les cas ce que l'on pouvait dire sur Media School. L'important étant bien évidemment pour nous de mettre en œuvre, on a commencé à le mettre en œuvre et ça va être généralisé sur la plupart de nos marques et campus à partir de la rentrée de septembre. Une vraie valeur commerciale pour aider nos jeunes à trouver des jobs, des alternances et derrière l'employabilité. Merci Marc. Donc là, on a mis en avant ce que donne un niveau d'anglais pour des jeunes qui rentrent sur le marché de l'emploi. Nos tests TOEIC sont éligibles au CPF. Donc nous, on s'est intéressé à la partie des professionnels qui se sont formés, ont passé leur certification et donc on a mené une étude de trajectoire. Donc si on prend les chiffres globaux après 10 ans du CPF, et je pense que c'est un bon point pour en faire le rappel. Voilà, ça fonctionne mieux. Donc le CPF a été lancé en 2015. Il y a eu des changements en 2019 avec le lancement de Mon Compte Formation. Et donc si on regarde un petit peu ces chiffres, on se rend compte que sur les 5 dernières années, on va dire entre 2020 et 2024, on est passé à 82% de non-cadres qui se sont formés grâce à un financement CPF contre 72% entre 2015 et 2019. On voit également que la part des femmes a augmenté de 4 points. Donc on est quasiment à égalité, on va dire, entre les hommes et les femmes formées. Donc on est quand même à 49%. Le taux des jeunes de moins de 25 ans n'a pas changé parce qu'on est toujours à 10% sur les deux périodes. Et on voit également que la part des demandeurs d'emploi, elle, a baissé. Donc on est passé de 48 points à 32 points. Et donc, ce sont les chiffres publiés par la Caisse des dépôts. Au niveau des langues, donc sur la période 2015-2019, les langues étrangères faisaient partie du top 5. Donc, on était en première. Enfin, les formations de langue étaient en première position. Entre 2020 et 2024, on est toujours dans le top 5, mais cependant, on est passé en troisième position. Donc, ça vous donne un petit peu une idée du profil des formations qui sont suivies avec le CPF. Si l'on regarde l'étude de trajectoire donc des candidats, des apprenants qui ont passé un test TOEIC, donc qui ont été candidats au test, donc sur une population de 31 000, un petit peu plus, donc à peu près 31 000 candidats, on a envoyé un questionnaire et on a eu environ 5 000 répondants. Et donc parmi ces répondants, donc, on a 43% d'hommes et 57% de femmes.
On a regardé aussi la répartition par âge, donc on se voit que plus on prend de l'âge et plus on est au pic de sa carrière, donc généralement aux alentours de 46, 50, 55 ans, on avait le plus de répondants. Et donc en fait, à partir de 36 ans, c'est 79% de personnes qui sont formées en anglais et qui ont passé une certification TOEIC. Et le bon point, en tout cas pour nos partenaires OF, c'est que le taux de satisfaction et de très satisfaction est élevé parce que 92% des apprenants sont satisfaits ou très satisfaits de la formation qu'ils ont suivie. Donc l'étude de trajectoire va être publiée fin février, mais moi je me suis posé une question en me disant, ok, est-ce que cette question d'âge, parce que j'ai pris le critère âge pour faire mon analyse, aller changer les choses. Et donc on leur pose différentes questions par rapport à leur situation professionnelle. Est-ce qu'elle est restée stable? Est-ce qu'elle a changé de secteur? Est-ce que les personnes ont changé de secteur ou de métier? Est-ce qu'ils ont obtenu une promotion, de nouvelles responsabilités? Est-ce qu'ils se sont engagés dans une activité non salariale, reprise d'études ou départ à la retraite? Donc on a les chiffres sur tout âge confondu. Donc pour 58% des personnes, c'est resté stable. Donc on sait que pour 58% des gens, l'anglais sert dans leur job quotidien. Si on regarde un focus par catégorie d'âge pour toutes ces réponses, donc les moins de 25 ans, seuls 4% sont restés stables. Donc ça veut dire qu'ils ont évolué, qu'ils ont changé. Si on va, donc l'étude est validée aussi par le fait que 100% des personnes qui ont dit qu'ils partaient à la retraite au-delà de 55 ans, c'est plutôt validé parce qu'on est sur la bonne période d'âge. Je ne vous cache pas que quand on a eu les résultats et qu'on avait un décalage de colonne et que j'avais 36% de personnes qui avaient entre 25 et 30 ans qui partaient à la retraite, on a eu un petit souci. Donc l'étude, elle est validée de ce côté-là. Le chiffre exact, c'est 99,6%. Mais on a arrondi pour avoir une grille de lecture plus simple. Et donc j'ai pris par situation professionnelle la tranche d'âge. Et donc on voit effectivement que, par exemple, si on regarde l'engagement dans une activité professionnelle non salariée, on est à 32% pour les 56 ans et plus. Pour la reprise d'études, soit c'est moins de 25 ans, soit c'est entre 36 et 45 ans. Donc on est à 25 et 26%. Un autre point important, c'est 33% des 36 et 45 ans qui ont obtenu une promotion ou de nouvelles responsabilités. Et 28% entre 46 et 55 ans. Et donc on voit aussi que l'impact pour la reprise, pour avoir retrouvé un emploi, pour la catégorie entre 26 et 55 ans, on est quasiment aux 3/3 des 4% qui ont retrouvé un job. Donc ces chiffres, ils sont assez intéressants à voir parce que toutes ces personnes ont suivi une formation d'anglais avec une certif TOEIC et donc ça leur a permis de se repositionner ou d'avoir de nouvelles activités. Et donc on a quand même 10% de personnes au global qui ont suivi une formation et qui sont partis à la retraite. Donc on publiera quelques verbatims en plus, mais c'est vrai que sur les quelques verbatims que l'on a vu passer, des gens cherchaient à se former en anglais pour une deuxième vie professionnelle après, pour avoir un autre job, pour faire de l'associatif, pour accompagner des colonies d'enfants quand ils partent à l'étranger. Donc il y a un réel impact sur en fait, leur formation en anglais et le passage de la certification qui leur permet d'avoir de nouvelles activités. Donc on a fini pour la partie chiffres. L'étude sera publiée fin février. Et on publie également régulièrement un baromètre du niveau d'anglais des Français avec toutes les personnes qui passent le test TOEIC, que ce soit des étudiants ou des actifs. Donc vous pourrez trouver ces éléments sur notre site etsglobal.org. Et donc on va pouvoir passer aux questions et je pense qu'on a respecté le timing. Ah, complètement, hein, bravo. Hein. Donc nous ouvrons la parole au public. Est-ce que vous avez des questions pour Fadila et Marc? Personne n'a de questions? Ah, quand même, merci. Alors, un micro, s'il vous plaît. Est-ce que vous en avez un? Merci. Je vous le fais passer. Merci. Bonjour, merci. Je ne sais pas précisément comment formuler la question, mais c'est vis-à-vis de la tendance. Vous avez dit que dans les entreprises aujourd'hui,
il y a une tendance à vouloir dire que quand on embauche quelqu'un, ils ont déjà les compétences transversales, principalement je pense à l'anglais, et que les entreprises ont moins tendance à investir dans ces formations-là aujourd'hui. On a vu aussi avec votre comparaison d'il y a 4 ans, la formation anglais était la première formation sur le marché, et aujourd'hui ça change. Quel argument peut-on proposer aux entreprises pour inverser cette tendance? Alors, je pense que vous étiez là au début de la présentation. Donc, le cabinet Asterès a fait son étude sur l'impact en fait de l'apprentissage de l'anglais, de la valeur que ça peut apporter pour l'entreprise. Donc, effectivement, si on forme des salariés à l'anglais et qu'on les mène vers un niveau plus élevé, donc en tout cas jusqu'à un niveau B2, ça va créer de la croissance, ça va créer des opportunités de business. Ça peut avoir un salarié qui se rend compte de son niveau, et on le voyait avec les étudiants, 11% qui sous-évaluaient leur niveau, ça peut aussi permettre à gagner en confiance, donc à être plus confortable dans son job également. Donc je pense que les entreprises ont à gagner. Effectivement, on voit que les langues en formation CPF baissent. Les budgets, plans de formation des entreprises, on n'en parle pas, mais effectivement, c'est peut-être pas la priorité de nos jours. Mais effectivement, il faut leur convaincre que c'est du business. Enfin, il faut les convaincre que c'est du business en plus. On avait une présentation sur un événement client. Donc, la présentation de la totalité de l'étude est disponible en vidéo. Donc, je vous invite à aller la récupérer, parce que nos partenaires qui étaient présents ont pris beaucoup d'éléments qui leur ont permis en fait d'aller vendre leur formation d'anglais aux entreprises. Donc de toute façon, si vous voulez, on est sur le stand T22, vous pouvez passer nous voir. Éventuellement, si vous voulez, je peux également vous envoyer le lien vers la vidéo, comme ça vous aurez tous les éléments pour avoir votre argumentaire. Merci. Est-ce que nous avons d'autres questions dans la salle? Bon, moi j'en ai une. J'ai été assez surprise en fait de voir que 58% des répondants avaient été restés stables dans leur emploi. Et quand on pense employabilité, souvent, en fait, on pense à une promotion ou commencer un nouveau travail. Et du coup, j'étais assez surprise. Est-ce que le gouvernement, en fait, promouvoit une sorte d'employabilité pour se maintenir employable quelque part? Alors, je pense que c'est l'objectif du CPF quand il a été lancé en 2015, et je pense que Marc pourra me le confirmer. L'objectif était de rendre les actifs, donc que ce soit les chercheurs d'emploi ou les personnes en poste, de se former, d'aller gagner en compétences, de nouvelles compétences, de renforcer certaines des compétences. Donc, je pense que le CPF en est une preuve. Je pense que c'est une réussite également, parce que on se rend compte que le déficit par rapport au CPF, il est quand même assez important, mais c'est quelque chose qui plaît aux Français. Donc oui, aller chercher des compétences, c'est important, et pour grandir aussi dans son entreprise ou être plus confortable, comme on en parlait tout à l'heure, dans son métier, c'est important également. Merci. Tu veux rajouter quelque chose ? Ça va être rapide. En fait, on peut vous renvoyer simplement la définition en fait d'une action de formation. C'est vrai que lorsqu'on parle d'employabilité, on peut peut-être imaginer que c'est pour progresser dans l'entreprise. Déjà, je dirais que le premier signe d'employabilité, c'est de rester en emploi. Et c'est vrai que le deuxième point dans la définition de l'action de formation, c'est de favoriser en fait l'adaptation des travailleurs au poste de travail. Donc ça, c'est le premier point. Il y a un autre élément aussi en lien avec la définition de l'action de formation, qui est de favoriser la mobilité professionnelle. Donc je peux très bien rester stable, mais peut-être changer de structure, avoir de nouveaux challenges sur des thématiques différentes. Donc voilà, ce n'est pas simplement une progression vers le haut, mais ça peut être surtout déjà ne serait-ce que garder son job. Merci. D'autres questions dans la salle? Non? Quelle heure est-il? Je vérifie. 22. Donc, nous remercions donc Fadila et Marc. Donc, il reste à votre disposition si vous voulez vous entretenir avec eux plus longuement. ETS est disponible donc au stand T22.
Et notre prochaine session donc, porte sur une évaluation des compétences à l'ère de l'intelligence artificielle, en parlant des enjeux, méthodes et évolution des pratiques. En attendant, on merci de bien vouloir applaudir Fadila et Marc. Merci beaucoup. Au revoir et bonne continuation de conférence à tous.